ici Éco-anxiété, comment positiver l'avenir. Donc c'est le dossier que nous avons réalisé dans notre association Couple et Famille, pour laquelle je travaille depuis moins d'un an, et qui est reconnu organisation d'éducation permanente. Et donc nous travaillons essentiellement sur des thèmes autour du couple et de la famille, mais ça brasse très très large comme ici on le voit, l'éco-anxiété. Donc voilà, donc je vous lis, vous m'excuserez le texte que j'ai préparé, je vais essayer d'y mettre un peu de vie pour ne pas que ce soit trop ronflant. Donc voilà, Couple et Famille a pour volonté d'insuffler une réflexion et un dialogue sur la place et le rôle des familles dans toute leur diversité, ainsi que de chacun de leurs membres, au sein d'une société multiculturelle et multiconvictionnelle, ceci dans une démarche participative, notamment avec le citoyen directement, lequel d'ailleurs participe à nos projets, comme dans cette revue, on donne la parole aussi bien aux spécialistes qu'au citoyen lui-même qui témoigne de son expérience. En l'occurrence ici, nous avons eu quelques éco-anxieux, par exemple, qui ont souhaité témoigner de leur expérience. Alors, voilà, donc, petite présentation en quoi consiste notre revue. Elle est toujours composée en 4 parties. On a d'abord une partie contexte qui expose un peu le sujet dont on va parler. Puis on a au quotidien, et là qui donne vraiment la part belle au témoignage du citoyen, comme je le disais. Et puis on a les analyses, donc là où c'est soit de couple et famille, soit des spécialistes qui s'expriment autour de la question avec un œil donc d'expert. Et puis alors après on a des pistes. Et là on a des citoyens ou des associations qui témoignent de comment elles agissent pour combattre certaines choses, notamment ici pour l'éco-anxiété, comment est-ce qu'on peut transcender cet état d'anxiété. Donc tout d'abord quelques notions théoriques sur l'éco-anxiété en elle-même, mais je ne vais pas vous donner une définition scientifique ou officielle ou autre, non, je vais me reposer sur ce que le dossier raconte, sur ce que les différents témoins et les différents spécialistes ont pu nous raconter. Donc voilà, bien sûr c'est une forme d'anxiété, mais elle est spécifique à notre époque de grands bouleversements climatiques, où l'on constate chaque jour les dégâts toujours plus grands de l'action humaine sur la planète. Donc ainsi, l'évidence d'une catastrophe imminente à l'échelle planétaire est relayée avec force par les médias, et pas toujours avec un esprit critique, mais souvent, hélas, sur un ton alarmiste. De même, bien que nécessaire et à prendre très au sérieux, les rapports des spécialistes, comme celui du GIEC par exemple, ne rassurent pas vraiment la population et accroissent même le sentiment d'inquiétude. Alors, comment ne pas avoir peur? Comment ne pas se désespérer d'un tableau aussi sombre? Donc l'éco-anxiété, c'est donc une forme d'anxiété toute concentrée sur ce tableau inquiétant, et elle touche surtout les jeunes générations qui se sentent mises au pied du mur dans un monde que leurs parents et leurs grands-parents leur ont légué détruit, vidé de ses ressources et désormais toxique. Comme le sous-entend d'ailleurs un témoignage, donc celui de Simon, qui nous dit, voilà, ayant tout juste 20 ans, je considère que je représente déjà l'enfant pour qui le monde aurait dû être préservé. Donc il y a une espèce de rancœur comme ça qui est là, qui plane. Et tout le propos du dossier est de voir comment l'éco-anxiété peut devenir une force au-delà du mal-être. Comment elle peut être un réflexe sain plutôt qu'une maladie. Donc, nous reprenons d'ailleurs le propos de Bruno Humbé, qui est psychologue de l'université de Mons, qui disait « L'éco-anxiété est trop souvent considérée comme une maladie. Or, elle apparaît à beaucoup d'égards plus saine que le déni ou l'illusion de solution absolue dans le progrès technologique. » Et nous confirmons d'ailleurs ce message grâce au témoignage de Robin, qui est un militant, qui nous dit par amour pour les êtres vivants, par amour pour ceux qui se sont battus pour qu'on en arrive jusqu'ici, par amour pour nos enfants, nous devons nous battre. Aussi devons-nous rejeter ce terme d'éco-anxieux qui pathologise ceux qui finalement sont véritablement sains d'esprit et revendiquer ainsi notre écorage. Ça, ce sont ces termes, l'écorage, j'aimais assez bien. Et donc ce qui importe, n'est donc pas tant l'éco-anxiété en elle-même que la question de comment positiver l'avenir, comme l'indique le titre d'ailleurs de ce numéro, comment positiver l'avenir, sans pour autant nier la souffrance bien réelle des éco-anxieux qui s'expriment d'ailleurs dans le témoignage. Et je voulais un peu vous les synthétiser, vous les présenter un peu un à un, mais très synthétiquement. Tout d'abord, on a réalisé un petit sondage modeste qui a révélé quand même que globalement, les gens ont quand même peur. Il y a cette peur là qui flotte par rapport aux problématiques du climat. Il y a ce sentiment d'impuissance qui est là. Mais pour autant, ils n'ont pas perdu l'espoir. En général, ils se disent quand même, non, on va s'en sortir, mais alors il faut quand même qu'on bouge tous collectivement. Mais en général, ils n'ont pas vraiment des idées très claires sur comment on pourrait faire.
Alors les témoignages en eux-mêmes, ben voilà, on a Simon, dont on a déjà parlé tout à l'heure, et qui nous dit, lui, il faut s'affranchir du modèle dominant. Voilà, il a construit d'ailleurs sa maison bioclimatique. Alors qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, il nous le dit. Sous une serre, avec des murs en terre, des toilettes sèches, un lagunage pour les eaux grises et un poêle de masse pour notre chauffage. Le projet se dessine, et bien que je reste inquiet sur l'évolution des végétaux que je suis en train d'implanter face au climat erratique, je suis certain qu'il s'agit de toute façon de la seule chose à faire. Ensuite, on a Raphaël. Raphaël, lui, il s'informait régulièrement sur Internet au point d'être un peu noyé dans toute cette information. On en parlait, les médias qui tapent vraiment sur le système avec toute cette dangerosité voilà, de la fin du monde, tout ça, le climat, la chaleur, bon, voilà, ça passe en boucle. Mais lui, il ne pouvait plus se contenter de savoir, il voulait aussi agir, alors il s'est engagé dans la politique dès l'âge de 17 ans. Fiona, elle nous dit souffrir d'éco-anxiété aiguë. Là, elle, c'est après avoir lu le livre de Pablo Servigne, comment tout peut s'effondrer, pardon. Et ça a été pour elle un choc, à l'origine d'un choc intense. Elle nous raconte donc toutes les phases par lesquelles elle est passée, le choc, la panique, la volonté d'alerter un peu tout le monde sur tous ces dangers, le sentiment de ne pas être écouté, et la solitude et finalement le renfermement sur soi, duquel elle a pu quand même sortir grâce à voilà, au partage de son ressenti, à la transformation de son anxiété en une force positive. C'est ce vers quoi tout le monde devrait tendre dans ce cas-là, je pense. Henri, lui, se questionne sur le fait d'avoir des enfants ou non. Vous voyez, quand on présente un monde comme ça qui est sur le point de s'effondrer, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des enfants qui vont finalement vivre dans un cloaque géant? Et finalement, lui, il a fait ce choix que oui. Oui, parce qu'il se dit, on a besoin de nouveaux êtres humains qui vont apporter de nouvelles réponses à toutes ces problématiques et donc aux défis de l'avenir. Et enfin, Fanny, elle qui a vécu en Afrique et qui a pu se rendre compte vraiment en première loge des énormes problèmes, par exemple liés à la pollution, et si elle avoue actuellement être plus préoccupée par sa situation financière que par la planète, elle est aussi passée un peu comme Fiona par cette phase de vouloir alerter tout le monde, et elle en a retiré la conscience de voir qu'on est au pied du mur, et là je la cite, parce que personne ne bouge. Voilà. Personne ne se sent concerné. Alors, je vais plus vite que ce que j'imaginais. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on a comme piste? Qu'est-ce qu'on a comme solution quand on est plongé dans ce désarroi si on se dit souffrir d'éco-anxiété, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? En résumé, je dirais, déjà, il faut se sentir concerné d'abord, parce que tous les jeunes ne se sentent pas nécessairement concernés, tous les jeunes ne sont pas éco-anxieux. Se sentir concerné, partager ses inquiétudes, ça c'est important, et surtout en faire une force créatrice. Et alors on a des témoignages là aussi, dans l'action. Témoignages passionnants, notamment on a Kevin. Kevin, qui lui a fondé son cirque, Cirque Idyllique, et son spectacle Et Après, qui tourne actuellement. C'est autour de l'écologie, et ce que j'ai trouvé le plus touchant dans son témoignage, lui, c'est de voir comment progressivement c'est toute sa famille à lui, qui s'est retrouvée impliquée et investie corps et âme vraiment dans son spectacle, et qui porte des valeurs universelles, mais sur lesquelles manifestement on n'insiste pas assez. Alors sur ce sujet-là, je voulais vous passer un petit extrait d'une interview que j'ai réalisée donc de Kevin. Nous, on organise des interviews régulièrement qui passent sur RCF et qui sont en podcast sur le site de RCF, donc on peut les retrouver facilement. Tu nous dis, au départ de notre projet familial Cirque Idyllique, il y avait un rêve, une idylle, comme notre nom l'indique. Le rêve d'un gosse, moi, qui rêvait de chapiteaux et de spectacles en tournée à travers les villages, les villes, en itinérance, en roulotte. Sauf que, 30 ans plus tard, devenu adulte dans ce monde dévasté par le capitalisme et avec la réalité environnementale telle qu'on la connaît aujourd'hui, devenu papa dans un monde où l'avenir de nos enfants est plus que jamais incertain, devenu écologiste dans l'âme et conscient du poids de nos actions, ce rêve fut un peu, transformé, augmenté. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Comment ton rêve a été transformé, augmenté? Quand on voit les chapiteaux de cirque tourner, c'est des camions, c'est des remorques, tout ça, ça consomme, ça pollue. Faire du spectacle, les éclairages, les projecteurs, ça consomme de l'électricité, les systèmes son, voilà, tout ça consomme énormément.
Et c'est vrai que un cirque va peut-être rester planté une semaine ou deux, si on compare par rapport à un spectacle qui joue en salle, qui va peut-être jouer plutôt 1 ou 2 jours dans une salle de spectacle, il s'implante plus longuement, mais ça reste quand même de la machinerie, de la pollution, etc., du carburant. Et c'est vrai que quand je dis mon rêve a été un peu chamboulé 30 ans après par rapport à ce que j'imaginais quand j'avais 6 ans, évidemment, quand j'avais 6 ans, 10 ans, même 15 ans, euh, je pensais pas à ce côté écologiste, environnemental. Pour moi, voilà, il y avait toujours ce rêve, quoi, tu vois, de parcourir les routes avec un beau chapiteau, avec d'autres artistes, etc. Et puis, voilà, la famille s'est créée, ce chapiteau a été là, et on pouvait pas concevoir de monter un projet sans respecter, en fait, tout ce qui nous anime au quotidien. On peut pas réfléchir au jour le jour à des manières différentes de fonctionner pour moins polluer, pour soutenir les démarches locales, les producteurs, etc. Et à côté de ça, euh, faire des projets qui vont complètement à l'inverse, où on consomme, vas-y, on allume des projecteurs dans tous les sens, on allume un groupe électrogène qui fonctionne au mazout, d'ailleurs on chauffe pas le chapiteau non plus. Et c'est vrai que certains nous ont dit, il faisait un peu froid là, évidemment quand on joue en avril, cette année il gelait. Le matin, on accueillait les enfants, il faisait 1 degré dans le chapiteau. Voilà, on réfléchit aussi comment c'est possible, voilà, avec un plaid pour les autres années, pour ce genre de choses, mais on n'allait pas mettre un groupe électrogène pour alimenter un chauffage qui souffle dans le chapiteau et consommer, alors que l'histoire qu'on raconte va complètement à l'inverse. Et ça a été la même chose pour les lumières. On a choisi de... Au départ, je voulais monter le spectacle sans lumière du tout, avec que la lueur de la bougie, mais c'était un peu se mettre des bâtons dans les roues pour un premier projet, parce que qui dit flamme dans un chapiteau dit voilà, complexité au niveau des pompiers, de la sécurité, etc. Puis en cours de création, on s'est autorisé à prendre des ampoules. Ouh. Voilà, donc on a 6 ampoules LED qui sont dans des conserves accrochées aux arches en bois du chapiteau, parce que c'est un chapiteau avec des arches en bois. Et puis un projecteur LED pour justement une consommation la plus basse possible. Voilà. Donc on voit vraiment voilà, jusqu'au boutisme dans l'écologie, c'est logique, cohérent avec lui-même. Mais voilà, tout ce projet pour transcender cette éco-anxiété, pour vraiment en faire quelque chose de créatif et surtout transmettre, partager ça avec les autres et pouvoir en parler, susciter le débat. Puisqu'il fait ça avec les écoles énormément. Ensuite, nous avons Michel. Michel, lui, il nous parle des GPC et les grands-parents pour le climat. Alors, là aussi, j'ai un petit extrait. Il s'exprime d'ailleurs lui-même en tant que grand-père, préoccupé par le climat et l'avenir des jeunes, dont il est globalement, finalement, fier pour leur investissement dans la cause climatique. Et là, je vous passe le deuxième extrait. Non, c'est pas le bon. C'est ici. En fait, quand je disais que moi je ne suis pas atteint par l'éco-anxiété, mais plutôt par la colère, c'est une colère, donc dans un premier temps, je le reconnais, qui est une colère tournée vers moi-même. Il y a eu des avertissements, je les ai entendus et je ne les ai pas compris. Et mon comportement a continué d'être celui de ma génération. À côté de ça, aujourd'hui, quand on parle d'éco-anxiété, sans doute décrit-on plus le sentiment vécu par des plus jeunes. Ils sont arrivés dans un monde où ils n'ont pas connu ce qui précédait et où, tout d'un coup, je dirais, l'avenir est bouché. Et donc je peux comprendre et m'inquiéter de ce sentiment négatif. Et je pense que par rapport à ma génération, cela nous met devant un devoir de solidarité avec nos jeunes. Et moi, comme grand-parent, j'ai envie d'adhérer à ces mouvements, et notamment celui qui s'appelle aujourd'hui les grands-parents pour le climat, où cette solidarité se fait concrètement en étant à côté de nos jeunes. Soyons clairs, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas tous conscients des difficultés écologiques dans lesquelles nous nous trouvons, ils ne sont pas tous impactés au point de vivre dans l'éco-anxiété, mais je m'aperçois quand même qu'il y a toute une série de jeunes qui, y compris même à cette époque où ils sont dans leurs études, se rendent compte que la manière dont on les forme, qui est cette manière classique de préparer des ingénieurs et des économistes comme on les a produits par le passé, ils se rendent compte que le modèle ne tient plus la route.
Et on connaît ces événements qui ont été rapportés dans les médias de jeunes diplômés, bio-ingénieurs ou agronomes, et qui disent au moment de leur promulgation au titre d'ingénieur, par exemple, qu'ils n'adhèrent en fait pas au modèle qui leur a été proposé et qu'il est grand temps que les milieux de la formation changent leur discours parce que les gens à préparer pour demain doivent travailler sur d'autres principes. Et ça fait vraiment écho aux 2 conférences précédentes, hein, vraiment le fait de changer vraiment toute cette structure-là, tout l'enseignement qui ne fonctionne pas, tous ces principes, retourner un peu vers la philosophie, hein, le fait de pouvoir être libre quand même de penser, de refaire le monde. Je pense que ça devrait effectivement être au cœur de nos préoccupations. Je vais remettre la splendide image qui est ici. J'espère qu'elle vous éblouit pas trop. Non, ça c'est pas agrandir, ça doit être celui-là. Voilà. Mais oui. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il y a un événement qui est déjà passé, 5 juillet. C'est pour vous dire qu'on fait aussi des animations à propos de nos thématiques. Et à chaque fois qu'on sort un dossier, on sort une animation. Donc voilà, si philosopher et avoir des débats citoyens sur toutes sortes de questions à propos du couple et de la famille vous intéresse, vous pouvez toujours surveiller notre page Facebook ou notre site web, hein, Couple et Famille. Vous tapez ça sur Couple et Famille SBL, vous allez trouver. Et donc après Michel, qu'est-ce qu'on a? On a aussi donné la parole à Extinction Rébellion et Octobre Vert, qui sont des associations militantes et qui nous décrivent un peu leurs actions. Et elles plaident pour vraiment une prise de position plus radicale, mais attention, dans le sens de vraiment d'agir à la racine du problème et de revenir aux sources dans les priorités. Ils insistent sur le fait que chaque geste compte et chaque minute aussi. Et l'important est de reconquérir surtout notre autonomie par la lutte contre le système existant et combiné à la construction d'alternatives. Enfin, pour conclure le dossier et aussi peut-être cette intervention, l'Institut Éco-Conseil présente sa formation originale intitulée « Prendre soin de l'éco-anxiété ». Il ne faut plus la combattre, il faut en prendre soin. Qui s'adresse donc aux soignants. Et ce qu'elle propose, pour retenir lieu de conclusion de notre intervention, il s'agit de s'ancrer dans la gratitude et dans la terre. Vraiment. Plutôt que dans le manque et l'anxiété, il s'agit d'honorer nos souffrances, changer de regard, se mettre en action, en création. Alors, en guise de conclusion, je dirais, ce que nous dit l'éco-anxiété, celle des jeunes comme celle de tout un chacun, c'est qu'il faut se réveiller, prendre conscience des enjeux et agir collectivement pour créer le monde de demain afin que chacun s'y sente enfin bien et qu'on parle d'éco-avenir plutôt que d'éco-anxiété. Et j'en aurais terminé. Merci à toutes et tous.